Bonsoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Vous êtes certainement surpris de me voir à cette place. Je suis ce soir animateur de votre émission préférée, Le Kiosque. Et Emmanuel Granier étant indisponible, il m'a demandé de le remplacer. Et je le fais avec beaucoup de plaisir. Alors permettez que j'adresse un petit salut fraternel. C'est une petite incartade personnelle. Un salut fraternel à mon frère qui vit en région parisienne, qui suit le kiosque chaque semaine. Ça veut dire que en France, eh bien, le kiosque est suivi par beaucoup de gens. C'est ça que ça veut dire. Il s'appelle Jocelyn et je le salue fraternellement. Voilà, c'est dit. Bien. Alors, ce soir, nous avons 4 chroniqueurs comme d'habitude, que je vais vous présenter dans l'immédiat. Nous avons l'historique Michel Branchi, éminent karatéka, ceinture noire, 7e dan. Mais néanmoins, celui qui possède l'histoire récente de la Martinique. Hein, on peut dire ça, Michel? Oui, bon, tu sais... Attends, Michel, je n'ai pas fini. Membre du Parti communiste martiniquais, rédacteur en chef du journal Justice. Il amène effectivement ce journal chaque semaine pour nous abreuver de ses écrits. Merci Michel. Je te repasserai la parole après avoir présenté tout le monde. Marie-Laurence Delors. Bonsoir. Qui fait vivre son engagement politique de manière générale. Éminent professeur de philosophie, je ne me trompe pas. Oui. Mathieu Cordémy. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs et bonsoir à tout le monde. D'ailleurs, ravi d'être présent parmi vous ce soir. Parfait, Mathieu. Mathieu est celui qui est dans les instances décisionnaires depuis longtemps, qui a un réseau terrible et une carte de visite forcément. Donc Mathieu, merci d'être là avec nous. Et puis Karine Thérèse. Eh bien, l'image féminine avec Marie-Laurence Delors de cette soirée, hein, de ce kiosque aujourd'hui. Eh bien, Karine, alors nous apprenions tout à l'heure qu'elle était judocate, n'est-ce pas? Tout à fait, judocate et passionnée. Je suis arrivée à la ceinture verte, entre verte et bleu, je crois. Parfait. Mais elle fait vivre, elle aussi, son engagement politique. Je rappelle que Karine a été candidate aux élections législatives cette année, hein, oui. 2024. Évidemment, elle était dans le Sud, puisque c'est une personne du Sud. Bienvenue parmi nous ce soir, donc Karine. Beaucoup. Alors, avant de commencer par le sommaire de cette émission, je vais vous poser la question de savoir ce que vous avez à dire sur l'actualité, en dehors du sommaire, bien entendu, parce que le sommaire va nous permettre effectivement de parcourir un certain nombre de points qui sont importants, puisque vous savez que nous vivons une période extrêmement difficile, qui n'est pas terminée, parce que j'ai appris que le mouvement citoyen appelle à un rassemblement demain, 1er novembre. Alors, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais en tout cas, c'est une période difficile. Il paraît qu'ils vont augmenter encore les manifestations que nous avons connues jusque-là. Donc, c'est une période difficile. En dehors de tout ça, j'aurais aimé que vous disiez aux téléspectatrices et aux téléspectateurs ce que vous pensez en dehors du sommaire, bien entendu. Michel, tu as la parole. Bon, mais je voudrais profiter de l'occasion pour rendre hommage à un judoka qui nous a quittés, qui s'appelle Guy Bardol, qu'on a honoré d'ailleurs mardi dernier. Alors Guy Bardol fait partie des premiers judokas martiniquais. Qui est de Trinité avec un nom comme ça. Ah oui. Oui, bien sûr. Et il a appris le judo avec Charles Denis. Francisco, Di Francisco, et avec Polo Désiré. Je sais pas tout quoi. Polo Désiré qui a l'Institut culturiste à Didier, bon, il est décédé. Le lien qu'il y avait avec nous, au karaté, c'est que quand mon frère et moi, on s'est installés au dojo de Saint-Georges, à l'époque ça s'appelait dojo de Saint-Georges, maintenant ça s'appelle dojo de Batelière, c'est lui qui officiait avec Ogiac. Avec Ogiac. Donc il a été honoré par, bien sûr, les hauts gradés actuels du judo, monsieur
Alfred, ses fils, M. Jean-Félix César, enfin bref, je les cite, ce sont Jean Guassine, une cérémonie très émouvante, et on a rappelé son parcours. Mais ce que je retiens de lui, pour terminer, c'est que c'était un pédagogue extraordinaire. C'est un pédagogue extraordinaire, et son équipe de judo, pendant des années, a remporté les championnats de la Martinique de judo. Et c'était un vrai passionné, un amateur. Et de profession d'ailleurs, il était infirmier à Colson. Un métier difficile. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, Marie-Laurence. Oui, alors bonsoir à toutes les téléspectatrices, à tous les téléspectateurs. Puis merci de nous écouter. Puis merci à Zouk TV de m'inviter pour une voix, on va dire, qui se veut, je dirais, franche et puis profonde. Alors, la question que je veux traiter dans l'actualité est la suivante, c'est l'ambiguïté des médias dans le traitement des informations concernant les troubles que nous vivons. J'y tiens parce que mon point de vue est le suivant, c'est que très souvent, cette information, elle est biaisée. Et on va même dire qu'elle tend vers la désinformation. La désinformation, voire la manipulation. Alors, il y a désinformation et manipulation, je donne au moins 3 exemples. Quand on met sur le même plan les forces destinées et qui ont pour mission de protéger les biens et les personnes et des repris de justice multirécidivistes. Il y a manipulation et désinformation quand on fait passer des repris de justice pour des militants. Il y a désinformation et manipulation quand on affirme que le mouvement est populaire. Je prends un exemple dans la presse hexagonale, les Martiniquais sont en lutte contre la vie chère. Or, on sait que la vérité, c'est que c'est un prétexte et le problème réel n'est pas traité. Il y a des informations encore lorsqu'on veut faire croire que les violences, les pillages, les incendies, les agressions contre les personnes sont en marge de ce mouvement initié par des autoproclamés du peuple. Il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux pour voir que leurs lieutenants, leurs soldats menacent, injurent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je peux citer, si vous en tuez un, nous en tuerons 100. Et si vous en tuez 100, nous vous éliminerons. Ou encore des consignes, rien ne doit passer. J'explique cette dérive au niveau local, pas seulement par la recherche du sensationnel, mais par cette volonté d'une petite bourgeoisie qui est fascinée par tout ce qui est bad boy, mauvais garçon. Au niveau de l'Hexagone, c'est aussi un traitement biaisé qui relève de quoi? De cette vieille, on va dire, tradition tiers-mondiste et paternaliste qui consiste à caresser, n'est-ce pas, les nègres dans le sens du poil. Les malheureux, ils ont subi le chlordécone, la terre a été empoisonnée, et donc ils n'ont pas le recul nécessaire ni l'objectivité. Et donc le traitement de l'information s'est fait de façon exotique. Alors Marie-Laurence, voilà. Je pense que à la limite on pourra revenir sur cette thématique-là.
par le premier point que nous avons à traiter, qui concerne le protocole d'objectifs et de moyens. Et donc, on est au cœur de la discussion, me semble-t-il. Hein, oui, tout à fait. À savoir le positionnement que nous avons par rapport à ce mouvement, qu'on dit mouvement citoyen, et qui se dit représentant du peuple. Voilà. Monsieur Cordémy. Non, moi je veux parler, en tout cas ce qui m'a marqué, parce que les autres thèmes, on aura le temps, comme tu l'as dit, de les déflorer au courant de l'émission. Mais je veux parler de l'actualité, notamment internationale, ce qui s'est passé en Espagne, les inondations à Valence quand même. Plus déjà 160 morts, mais on se pose beaucoup de questions, notamment par rapport au réchauffement climatique, et on sait qu'on est une île, et qu'à ce niveau-là, l'ensemble des aléas climatiques peuvent nous toucher. Il y a de quoi être inquiet par rapport à ce réchauffement, et qu'on sait qu'on sera les premiers à subir ce réchauffement. Et quand on voit ce qui se passe en Espagne, mais ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, il n'y a pas longtemps, la tempête Kurt, la tempête Hélène, etc., et même à Paris, il y a eu des inondations, et dans certaines régions aussi de l'Hexagone. On pense qu'il faut vraiment qu'on travaille davantage sur tout ce qui est prévention, etc., pour qu'on ne retrouve pas, comme en Espagne, avec malheureusement 160 morts déjà, pour l'instant, alors que le bilan n'est pas terminé. Tout à fait, tout à fait. Et on peut imaginer qu'effectivement, il y aura beaucoup plus de morts que ça. Les spécialistes des problèmes de secours disent souvent, lorsqu'on commence à compter les morts, eh bien, on n'en finit pas. Surtout pour un événement climatique de ce genre. Karine, Thérèse, c'est à toi. Eh bien, forcément, j'ai une pensée pour les victimes des intempéries en Espagne, pour les climato-sceptiques, que j'espère que ça a éveillé davantage, parce que beaucoup de personnes sont climato-sceptiques. Beaucoup de personnes pensent que l'intérêt de réorganiser, de nous adapter, d'adapter nos activités humaines différemment à l'évolution du climat, c'est une priorité parce que ça va nous permettre de mieux vivre ensemble. Contrairement à ce que beaucoup pensent, nous ne sommes pas trop sur Terre, nous avons des ressources que nous surexploitons et que nous exploitons très mal, ce qui conduit à des catastrophes et à des morts, malheureusement. J'ai une pensée aussi pour le fait que c'est ce que Madame a dit tout à l'heure Marie-Laurence. Marie-Laurence. Ouais. On connaît très mal nos territoires depuis l'Hexagone. On s'intéresse très peu à nos problématiques. Alors là, les actualités, forcément, font parler de nous négativement, entre guillemets, mais il y a des réalités à décrire, malheureusement. Mais je tiens à rappeler à tous ceux qui nous regardent que nos îles sont particulièrement exposées aux risques cycloniques, aux risques volcaniques, aux risques sismiques, aux éboulements et tout cela, et aux inondations bien entendu, et aux risques de submersion. Et donc nous avons été gâtés par la nature ces dernières années, mais n'oublions pas que ces risques persistent, enfin existent en tout cas, et que nous sommes très très mal préparés à l'exposition à ces risques. Et donc, je pense que dans l'éducation en général, mais de toutes les générations, nous ne sommes pas suffisamment bien préparés, pas suffisamment bien organisés. Est-ce qu'on prête suffisamment attention aux personnes vulnérables qui habitent à proximité ? Est-ce qu'on sait combien d'enfants il y a ? Est-ce qu'on sait si jamais la personne a un problème, comment faire pour la manipuler, pour la sortir de là où elle est ? Si la personne est en chaise roulante ou s'il y a des données à connaître pour pouvoir assister les personnes en situation de vulnérabilité. Donc, c'est l'occasion de rappeler que nous aussi, nous sommes exposés et qu'il faut remettre un petit peu d'humain dans l'actualité et aussi dans notre vie au quotidien. Parfait. Alors, aucun d'entre vous n'a évoqué les élections présidentielles aux États-Unis. Oui. Peut-être que si on a un peu de temps en fin d'émission, nous allons en parler évidemment parce que tu as raison. Vous savez que c'est une attaque à la démocratie, très clairement. Moi, personnellement, je crains beaucoup pour les États-Unis. Beaucoup, beaucoup. J'écoute tous les jours, plusieurs fois par jour, ce qui se dit sur ces élections-là. Et j'avoue que j'ai une crainte, pas qu'une petite crainte, exactement.
Alors, le premier point de notre ordre du jour, si on peut parler comme ça, je vous le lis, c'est lors d'une réunion de travail avec le Premier ministre, Michel Barnier, Serge Letchimy a plaidé pour une réforme économique de grande ampleur. Letchimy demande une loi d'orientation et de lutte contre la vie chère. Alors, quand je vois le mot loi d'orientation, ça m'inquiète un peu. Je vais vous dire pourquoi. Rappelez-vous que nous avons une loi d'orientation en 2000, la fameuse LOM. La LOM. Hein, Michel s'en souvient certainement. Tout à fait. Où il nous a été promis monts et merveilles, vous vous rappelez. Le logement, non seulement le logement, l'égalité sociale et la lutte contre l'exclusion, le développement économique et l'emploi, surtout l'emploi des jeunes, soutien à l'investissement, l'organisation des transports, le développement de la culture et des identités outre-mer. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que nous avons eu tout ça, de promis. Alors, c'est vrai que à la suite de cette loi de 2000, nous avons eu une révision de la Constitution française qui nous a permis effectivement d'obtenir des habilitations et un statut à la carte. Statut à la carte, c'est-à-dire que la Martinique pouvait choisir en quelque sorte son statut. Nous avons choisi la collectivité unique, mais ça s'est passé en 2010. Mais en dehors de ça, et les habilitations nous ont permis de créer Martinique Transport, évidemment, mais en dehors de ça, on peut dire que les avancées sont peu nombreuses. À telle enseigne qu'en 2019, le gouvernement a été obligé de prendre une loi qui s'appelle la loi EROM, égalité réelle pour les Outre-mer, égalité réelle. Ça veut dire que l'égalité réelle promise lors de la LOM, la loi d'orientation des Outre-mer, eh bien, n'était pas satisfaisante. Donc, ce qui fait qu'on nous a proposé des contrats de convergence qui étaient signés par le préfet au nom de l'État, la CTM et les 3 communautés d'agglomération qui devaient mettre au pot, c'est-à-dire qui devaient également, de manière égalitaire presque, financer les opérations qui seraient menées au titre de ces contrats de convergence. Donc c'est pour ça que je me dis, attention, nous pouvons effectivement indiquer qu'il faut globaliser les préoccupations et les réponses à donner à toutes les revendications qui sont tout à fait légitimes, mais il faut que nous soyons derrière tout ça pour éviter évidemment des déconvenues. Alors, je vous transmets la parole, bien entendu, pour que vous puissiez vous exprimer sur ce point-là. Mathieu Cordémy va parler en dernier parce qu'il est au cœur de cette démarche qui a été initiée par Serge Letchimy. Et donc, vous avez la parole, que ce soit Karine, Marie-Laurence ou Michel. Michel. Moi, je n'ai pas une vision du tout ou rien. Je pense que quand on regarde l'histoire de la Martinique, nous avons progressivement arraché, petit à petit, des morceaux de dignité et de responsabilité. Alors, bien sûr, il y a des avancées, il y a parfois des reculs, mais ça, c'est... Je m'excuse, je vais parler comme un marxiste. Ça fait partie du rapport de force. Le rapport de force, il ne suffit pas. Tu as créé un certain émoi lorsque tu as évoqué Marx lors d'une dernière réunion. Oui, mais j'insiste. Parce que je ne suis pas un marxiste dogmatique, je suis un marxiste... éclairé. Éclairé. Hein? Voilà. Ce que je veux dire simplement, de manière plus simple, c'est que on ne peut obtenir des avancées que si la population, le peuple, organisé et conscient, lutte. C'est comme ça qu'on peut avancer. Et par conséquent, le fait qu'aujourd'hui, on évoque une loi d'orientation ou d'autres choses, on peut l'appeler autrement, ça me paraît être le signe que l'on a compris
une chose essentielle, c'est que la lutte contre la vie chère comporte des mesures immédiates, des mesures importantes pour soulager la partie de la population qui est laissée pour compte par ce système, nos 27% de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, n'est-ce pas? Donc il faut ça. Baisse des prix de 20%, moi je ne cache pas dessus. Je ne cache pas dessus. On peut faire plus, et on doit faire plus. Bon. Et puis la deuxième chose, c'est que, je reprends une expression, j'ai reçu une note du professeur Reynaud, professeur de sciences politiques. Que nous avons lu. Tu as lu ça? Nous avons lu. Très intéressant. Que je connais, qui enseigne en Guadeloupe. Très intéressant. Le professeur Reynaud dit, nous n'avons pas un problème. C'était mon congénère, nous étions au lycée ensemble, nous avons passé le bac. Nous n'avons pas un problème de vie chère, et il va un peu loin, caricature. Hein. Oui. Nous n'avons pas un problème de vie chère, nous avons un problème de pouvoir d'achat et de pauvreté. Autrement dit, même si tu baisses les prix, si tu n'augmentes pas les revenus, tu as une partie de la population qui sera toujours laissée pour compte. Et par conséquent... Alors c'est la revendication des syndicats. C'est la revendication de manière quasi unanime. De quasi unanime. Oui. Et je te rappelle que je suis toujours cégétiste. Je suis toujours cégétiste. Bon. Je ne te dis pas laquelle des deux CGT. Hein. Il y a deux CGT en Martinique. Bon. Je suis cégétiste de toute façon. Et je partage ce point de vue. Alors, à mon avis, l'évocation de cette loi d'orientation, c'est qu'on a compris que des choses, si on veut s'attaquer, éradiquer ou diminuer la vie chère, il faut s'attaquer au modèle économique qui est celui de la Martinique, modèle qui a été façonné par le pacte de l'exclusif. Autrement dit, le fait que nous dépendons pour les besoins courants, alimentation, mais pas seulement alimentation, entretien, etc., matières premières pour l'agriculture, que nous dépendions de l'extérieur, ça résulte du pacte de l'exclusif qui disait que la colonie ne devait rien fabriquer pour ne pas concurrencer la métropole et qu'elle devait acheter notamment, le mot est en toutes lettres, c'est subsistance. C'est subsistance en métropole. Bon. Autrement dit, c'est ce système auquel nous devons nous attaquer, et ça nécessite donc une orientation politique nouvelle, ça nécessite des moyens financiers, parce qu'il faut soutenir notamment l'agriculture, l'artisanat, l'industrie, la production d'une manière générale, toutes les facettes de la production locale. Il faut aussi soutenir non pas la continuité territoriale auquel je ne crois pas, mais l'aide aux fret. L'aide aux fret. C'est un peu la même chose. Mais, pas tout à fait pareil. Alors, et je termine là-dessus. Oui, vas-y. Oui, parce que je ne vais pas être trop long. Et cela, ça c'est ma conclusion, il n'y a pas de modèle économique nouveau, sans pouvoir économique nouveau, sans élargissement conséquent des compétences de la collectivité unique que nous avons conquise, parce que nous avons conquis ça. Ouais. Voilà. Alors, manifestement, la politique des petits pas que tu préconises et que je partage ne plaît pas à tout le monde. La preuve, c'est que le RPRAC n'a pas signé ce protocole d'objectifs et de moyens qui prévoyait simplement une amélioration de cette situation de vie chère. 20% diminution. 20% sur des produits essentiels.
Et on peut dire qu'à aucun moment, et ça je le dis très clairement parce que je le pense, à aucun moment, ce mouvement citoyen n'a pensé à la production locale. Or, nous savons, enfin pour ceux qui ont cette vision-là, que si nous ne produisons pas nous-mêmes, c'est-à-dire aujourd'hui, nous ne produisons que 30%, 36% de ce que nous consommons pour ce qui concerne les fruits et légumes, je l'ai dit ici d'ailleurs déjà à plusieurs reprises, si nous n'arrivons pas à augmenter cette production à hauteur de 50-60%, nous n'arriverons jamais à sortir de cette situation où nous sommes obligés de tout importer. Donc, je pense qu'il faut conscientiser tout ce petit monde. Alors, nous avons face à nous surtout des jeunes qui, à mon avis, n'ont pas vraiment réfléchi à tout ça, parce que c'est l'élimination de la production locale si nous avons 100% des produits importés qui sont nettement moins chers que ceux que nous allons produire ici. Marie-Laurence, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, je ferai une analyse politique de cette signature. D'abord, il faut souligner que on va dire ce que le président du conseil exécutif de la CTM a signé, c'est dans le prolongement de tout le débat qu'il y a eu. Et donc, qu'il demande aujourd'hui une loi d'orientation, il est dans, on va dire, dans ses missions. Et dans son rôle. Et dans son rôle. Clairement. Il est dans ses missions et dans son rôle. Son rôle, c'est quoi? C'est s'assurer que l'État mette à la disposition de cet accord les fonds nécessaires. Et deuxièmement, plaider pour une solution durable. Il est dans sa mission, c'est son rôle, etc. Mais je ferai quand même plusieurs remarques. La première remarque que je ferai concerne d'abord ceux qui n'ont pas signé. Ceux qui n'ont pas signé, ces autoproclamés représentants du peuple, et je refuse le terme de citoyen, parce que un citoyen, c'est quoi? C'est celui qui fait la loi et se l'applique. Il n'y a pas de loi. Personne n'applique aucune loi. Donc ça ne peut pas être un mouvement citoyen. C'est un mouvement de gens qui s'autoproclament représentants du peuple, sans que le peuple ait eu à voter pour eux, ni quoi que ce soit. Et qui ont bénéficié justement d'une construction d'une notoriété des masses médias. D'accord? Donc ça, je m'inscris en faux contre ce prétendu mouvement citoyen. Parce que mal nommer les choses, ce qui est le cas, comme dit Camus, c'est ajouter à la misère du monde. Ce n'est pas un mouvement citoyen. Ce sont des gens qui s'autoproclament représentants du peuple. Donc, quand ils n'ont pas signé, ils ont prouvé que la finalité, eux-mêmes s'appelle l'armée des rubans rouges. Ils ont prouvé et qu'ils n'étaient pas prêts à une solution. Parce que le 100%, l'alimentation, c'est pas possible. Et tout le monde le sait. Sauf à dire que la production de la Martinique, ça n'a pas de sens. Or, un peuple qui ne produit pas n'est pas un peuple. Même si nous produisons 10%, il faut que nous produisions 10%. Donc, ils sont dans la quantité et non dans l'idée de produire quelque chose pour ce peuple. Ils citent Cabot-Masson, mais ils ne connaissent pas Cabot. Parce que justement, Cabot disait que la production, c'est l'essentiel du peuple. Donc, ils lisent mal Cabot. Alors, donc, pourquoi ils n'ont pas signé? C'est pour maintenir, on va dire, le plus longtemps possible, le chaos. Et pour cela, moi, je dis que je partage l'avis du président de la CCIMEN selon lequel il valait mieux qu'il ne signe pas. Autrement dit, qu'est-ce qu'il dit? Que ces gens-là font plus partie du problème que de la solution. Ben oui, ouais. Je dois dire que j'ai apprécié, et je rends hommage au courage de Mme Concorde.
Pourquoi? Parce que, elle a su dire les choses. Le courage et les paroles de vérité du secrétaire d'Alliance Police. Merci à tous les trois pour la Martinique. Parce que ce n'est pas moi qui remercie, c'est la Martinique qui remercie. La seconde remarque, c'est qu'il faut remettre cet accord dans ce contexte. Monsieur Barnier a été désigné pour mettre fin à l'État-providence. La preuve, c'est que dans un contexte restreint, d'ailleurs, quand on regarde le projet de budget, c'est en régression. Troisième remarque, ce sont les enseignements à tirer de l'échec de l'idéologie de la primauté de l'identitaire et de l'institutionnel sur la question sociale. J'avais eu l'occasion de le dire au mois de avril. Tu étais là, j'avais dit que Letchimy disait que les problèmes du quotidien ne pouvaient être réglés sans les textes. Alors je le cite, c'est dans le France-Antilles du 18 mars 2024. Pour s'occuper du quotidien des Martiniquais, il faut modifier les textes. D'accord? Donc, alors qu'il pouvait s'en occuper, puisque Aja, à l'époque député, avait fait un rapport dessus. Il y a eu, à la fin de l'année 2024-2023, un congrès. Et le congrès a effleuré la question de la vie chère, mais ne l'a pas traitée, a donné la priorité à l'institutionnel. Et bien justement, cette priorité à l'institutionnel et à l'identitaire, parce que l'institutionnel, c'est l'identitaire, pour celui qui est en place aujourd'hui à la région, et le parti aussi. Autrement dit, quand on dit que l'identitaire, c'est le problème fondamental, eh bien ça donne quoi? Plutôt que de s'occuper de la vie chère, on met un drapeau, un hymne, une langue. Alors que la langue, c'est un élément de la culture. L'élément fondamental de la culture, c'est l'alimentation. C'est ça mon qu'à manger. C'est pas langue, l'enseignement. On est dans une fétichisation de la langue créole. Non, mais c'est un ensemble de choses. Oui, mais c'est l'alimentation. Ouais. L'alimentation. Alors, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des divisions. Il y a les Martiniquais afro-descendants, il y a les Sino-descendants, les Indo-descendants, les Italo-descendants, les Libano-descendants. Or, nous sommes tous des Martiniquais et nous avons tous la responsabilité de notre île et de son devenir. Et enfin, quatrième remarque, on va dire l'absence de condamnation au départ de la manière dont ce mouvement a démarré. L'absence de condamnation des élites politiques, intellectuelles et de la société civile et des représentants des associations de professions, des différentes professions. Et on a vu ça pour le Covid-19. Et pareil, il n'y avait pas de condamnation. Résultat, les autorités préfectorales se disent yo pas qu'à Brenin, nous pas qu'à Brenin. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes collectivement, en partie, responsables de cette situation. Très bien, Marie-Laurence. Pourquoi nous sommes responsables de cette situation? Parce que, je termine en disant que c'est par manque de discernement et par égoïsme. Voilà. Parfait. Alors, tout le monde n'a pas été d'accord avec la démarche de Serge Letchimy, Karine. J'ai entendu, alors je vais employer le terme quand même, le centre de ce mouvement citoyen dire que Letchimy n'aurait pas dû aller voir le Premier ministre, comme s'il avait trahi toute la démarche qui avait été initiée. Bon, bien entendu, ce n'est pas mon avis, parce que je pense que, et Marie-Laurence l'a dit tout à l'heure, Serge Letchimy est tout à fait dans son rôle, puisqu'il est président du conseil exécutif, président de la collectivité territoriale,
et qu'il fallait naturellement assurer ce qu'on peut appeler le service après-vente de ce protocole d'objectifs et de moyens, et s'assurer que l'État, qui est un acteur majeur dans cette démarche-là, que l'État puisse effectivement prendre des dispositions pour mettre en œuvre, notamment l'exonération de la TVA, la continuité territoriale, et j'en passe et des meilleurs. Donc, je voudrais ton avis sur cette démarche qui a été initiée par le président du Conseil exécutif, il s'agit de ce point-là, auprès du Premier ministre Michel Barnier. D'accord. Alors, il y a pas mal de choses à voir, parce que j'ai entendu des choses qui méritent réponse. Le micro t'est ouvert, ma chère Karine. Alors, je pense que, pour répondre à ta question très exactement, je pense que Serge Letchimy était parfaitement dans son rôle en initiant une démarche directement auprès du Premier ministre. Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, la réalité de nos territoires est particulièrement méconnue. Si ce ne sont pas nos représentants qui émettent un certain nombre de démarches, d'informations, de compréhension pour nos homologues de l'Hexagone, beaucoup de choses restent inaccessibles en termes de discernement. Donc, de ce côté-là, je rejoins. Je pense que notre ministre de l'Outre-mer, M. Buffet, a failli à ses obligations parce qu'il aurait pu se pencher sur la question bien avant. Il aurait pu honorer sa fonction bien avant, se déplaçant sur le territoire et en montrant justement, comme il n'a cessé de dire, qu'il connaissait le territoire. Il aurait pu être un homme de terrain et venir directement en Martinique assumer ses fonctions en essayant justement de coordonner toutes les informations qu'il y avait pour développer son propre discernement et puis joindre ses forces aux nôtres pour trouver une solution pour sortir de cette crise. Donc, de ce côté-là, lui a failli à ses obligations, je dirais. Donc, par rapport aux tables rondes, on a compris que l'État et les collectivités ont déployé beaucoup d'énergie pour trouver des solutions. Mais alors, je n'ai pas un regard aussi tranché sur les actualités et sur les individus qui sont concernés par cette actualité. J'observe en mode panoramique, j'écoute tout le monde, je parle avec tout le monde parce que je suis très attachée à la démocratie. J'essaie de ne pas avoir de préjugés sur les gens pour rester objective. Objective et ne pas rentrer forcément dans du sensationnel ou dans des avis trop tranchés parce que la réalité est bien plus nuancée que cela. Pour avoir participé aux tables rondes, ce que moi j'ai compris, et c'est mon avis strictement personnel, c'est que pour des raisons de modalité d'application et d'obligation de la part de la grande distribution, le traité en l'état, enfin les accords en l'état ne pouvaient être signés. J'entends bien entendu que 100% des produits, pour des raisons de compétitivité par rapport à nos produits locaux, par exemple, que ça ne peut pas être applicable. Cependant, pour rappeler aux téléspectateurs, le choix des produits qui a été fait, ce sont les produits les plus vendus en Martinique. N'est-ce pas ? Il me semble. Mathieu, les produits les plus J'attends vendus. mon tour de parole. Oui. Alors, les produits les plus vendus en Martinique. Alors, c'est un relevé qui est très intéressant et très parlant. Je ne dis pas le contraire. Cependant, ces produits qui sont les plus vendus en Martinique sont les plus vendus par rapport à l'accessibilité, par rapport au pouvoir d'achat, donc pas forcément les produits les plus qualitatifs. Beaucoup sont classés par le Nutri-Score mal classés, il faut le dire. Comment ? Non, je te remercie. Donc, pour améliorer, et je comprends la démarche du RPRAC, pour améliorer le choix des Martiniquais concernant ce qui reste accessible à leurs finances, élargir davantage la gamme de produits qui bénéficient d'une réduction de prix,
d'une réduction, c'est pas comme ça que je devrais formuler, d'une baisse tarifaire serait plus appropriée parce que 6 000 produits sur 40 000, c'est un peu restrictif, même si c'est beaucoup mieux qu'en 2009 avec les 134 produits du panier. Pas seulement. Quoi, les 134 produits 2009, non, c'est 400 produits. Ouais. 400 produits, d'accord. Mais on est loin du compte à côté des 40 000 produits disponibles en Martinique. Quand même, oui. J'ai fait pendant la table ronde le parallèle entre la qualité de l'alimentation et la santé. Et je me suis servi de nombreux supports que j'invite chacun à consulter. Des études de l'Observatoire régional de santé, de l'ARS également, de l'INSEE, et le lien de cause à effet quant aux pathologies qui sont les plus présentes en Martinique, beaucoup sont liées à l'alimentation et, entre parenthèses, à l'exposition au chlordécone. Quand on se bat pour améliorer son pouvoir d'achat, pour pouvoir se nourrir dignement, parce que la réalité du terrain, c'est quoi ? Beaucoup de Martiniquais travaillent et n'arrivent pas forcément à se nourrir dignement. Alors, j'ai entendu des personnes qui avaient un point de vue assez bureaucratique dire « Ah oui, mais ça ne les empêche pas d'aller à la BACA ou aller à la Mercury. Oui, mais même quand on est pauvre, on a envie d'avoir des distractions et de ne pas se sentir enfermé. Et par conséquent, on ne peut pas juste juger les gens sur ce genre de choses-là, sachant que oui, on est un département qui consomme beaucoup de champagne, etc. Mais les gens ont quand même le droit d'avoir des distractions, d'avoir des divertissements. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat et qui vont à la pêche, qui vont faire la Seine, par exemple, le matin, pour avoir du poisson parce qu'ils arrivent à l'avoir moins cher ou gratuitement. Il y a une réalité du terrain. Et quand on observe juste d'un œil un petit peu trop surélevé par rapport à la réalité du terrain, on a l'impression qu'il suffit de. Sauf que dans la réalité, quand on est retraité, qu'on a travaillé toute sa vie et qu'on ne peut pas se payer une paire de lunettes ou qu'on n'arrive pas à faire plus d'un repas par jour, alors qu'on a une retraite décente pour certaines personnes au-delà de 2 500 €, mais que la réalité vous rattrape, quand on a 2 personnes dans un foyer qui travaillent, qui ont 2 enfants et qui ont du mal à joindre les 2 bouts, alors qu'auparavant, quand j'échange, parce que je suis professionnelle de santé, quand j'échange avec nos aînés, avec un seul salaire, on arrivait à nourrir 10 enfants. Donc, quand on n'arrive plus à subvenir à ses besoins de manière digne, on est en droit de se poser la question de comment est-ce qu'on peut changer le quotidien et l'avenir pour ne pas laisser une société encore plus dégradée aux générations qui viennent après. Concernant le jugement que l'on peut faire du HERPRAC, j'ai tout entendu. Entre le fait que ce soit des terroristes et consorts, j'ai tout entendu. Cependant, cette mobilisation a eu le mérite de soulever la question des inégalités et des injustices en Martinique. Ça a permis d'informer la population pour qu'elle comprenne mieux comment fonctionne le système. Ça a permis de mettre en exergue un certain nombre de paramètres pour lesquels, je ne dirais pas qu'on garde le secret, mais il y avait un manque d'information de la population en général dessus. Et quand on voit que la misère progresse, les gens ont besoin de comprendre pourquoi le monde fonctionne autour d'eux de cette manière-là. Et donc, par conséquent, on ne peut pas juste se dire que des personnes qui subissent, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas particulièrement dans la misère, mais qui voient aussi leur capacité de financer un enfant qui part faire ses études, d'avoir des perspectives. Les perspectives sont réduites par un manque de pouvoir d'achat parce que le minimum n'est pas possible. Donc, en termes de qualité de vie, en termes de capacité à se soigner, en termes de capacité à soigner les personnes vulnérables, on perd énormément depuis ces dernières années. Et donc, ne serait-ce que par rapport aux nombreuses dégradations de toutes les institutions en France et qui ont des impacts bien plus forts sur nos territoires, je pense qu'on ne peut pas tout simplement juger les gens qui se mobilisent comme étant des gens qui ont envie de suivre ou des gens qui sont hors la loi et qui ont juste envie de casser. Il y a des personnes âgées, il y a des familles, il y a des retraités, il y a des plus jeunes sur les manifestations, sur les mobilisations.
Et je pense qu'il faut arrêter de déshumaniser les personnes avec lesquelles on n'est pas d'accord d'une manière générale. Il faut essayer de les comprendre. Très bien. Alors, avant de te passer la parole, Mathieu, j'ai entendu 2 réactions par rapport à la liste de produits. C'est des produits qui vont bénéficier de l'exonération, en tout cas de la baisse de 20%. Alors, j'ai entendu quelqu'un s'insurger contre la présence du Nutella dans la liste des produits bénéficiant de cette diminution. Et puis j'ai entendu également des personnes dire que, attention, quand on parle des pâtes qui vont bénéficier effectivement de cette réduction de 20%, mais il y a toute la série de pâtes, ça va des pâtes les moins qualitatives aux pâtes les plus qualitatives. Alors, je ne sais pas quoi penser de tout ça, mais Mathieu, tu vas certainement nous dire la vérité. Non, c'est exactement ça. C'est l'ensemble de la gamme. C'est-à-dire qu'avant, contrairement à ce qui se pratiquait avant, c'est-à-dire les prix baissés, c'était ça. D'ailleurs, ils étaient souvent en bas du rayon. Donc ça me fait sourire. C'était ça. À ce niveau-là, là, ça sera l'ensemble de la gamme, l'ensemble des gammes. Donc quand vous allez arriver dans un rayon pâtes, vous allez voir que c'est l'ensemble des gammes qui vont bénéficier de cette baisse, par exemple. L'ensemble, et ça ne sera pas seulement, comme ce que certaines personnes ont peut-être mal compris, où on aura le choix simplement entre 2 gammes de pâtes, par exemple, ou les pâtes premier prix simplement. Non, ça sera chacun fera son choix. S'il veut des pâtes aux truffes, il prendra des pâtes aux truffes. S'il veut des pâtes normales, il prendra des pâtes normales. Et ça sera l'ensemble de la gamme. C'est l'ensemble de la gamme qui va bénéficier, et que pas autre chose, et l'ensemble des produits. Et ça, c'est important. Je voudrais simplement, juste avant de commencer, à rappeler deux petites choses très rapides, parce que j'ai cru entendre qu'on a dit comme si que les élus certains élus s'occuperaient davantage de l'institutionnel et pas du quotidien des Martiniquais. Ça, c'est une chimère qu'on a entendue et que certaines personnes essaient de faire passer depuis un moment. Non, je n'ai pas parlé de toi. Je te rassure, je n'ai pas encore parlé de toi. Ça, c'est tout à l'heure, on y arrive. Je veux simplement dire que mais je veux simplement dire que quand les élus ont décidé de voter, par exemple, une aide pour mettre en place ce qu'ils appellent le chèque énergie, aider les familles martiniquaises. Il y a 16 000 personnes qui ont pu en bénéficier de cette aide-là. C'est parce qu'ils se sont rendus compte que le coût de l'énergie avait doublé ces 2 dernières années, qu'il fallait aider les familles martiniquaises parce qu'ils avaient des difficultés à s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas une disposition nationale française? Non, pas du tout. Il y a le chèque. Non, pas du tout. C'est un dispositif qu'a mis en place la collectivité territoriale de Martinique qui lui a coûté 8,6 millions d'euros. C'est quand même 8,6 millions d'euros à destination pour aider les Martiniquais dans leur quotidien. Quand ils ont décidé de mettre en place 5 millions d'euros pour aider l'ensemble des CCAS des communes, parce qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont des difficultés, et ils savent que les CCAS, via leur assistante sociale, peuvent aider et accompagner les personnes qui souffrent, qui sont en difficulté, qui ont du mal à régler leurs factures ou qui ont du mal simplement à manger. Et c'est ça qui a été mis en place. Cette politique-là a été mise en place dès le départ. Mais parallèlement, on ne peut pas demander aux élus que de faire que ça. Au contraire, et d'ailleurs ça se voit là au quotidien, que les élus ont très peu de pouvoir ici et ne peuvent pas faire grand-chose puisque nous sommes obligés de passer par une loi d'orientation. Pourquoi? Pour pouvoir, comme l'a dit Michel Branchy, changer le système, faire en sorte que les choses soient durables et viables à l'avenir. Parce que la vie chère, elle ne va pas s'arrêter dans 3 ans. Là, pour l'instant, les mesures qui ont été prises, elles ont été prises pour 3 ans. Ce sont des mesures expérimentales. Mais il faut travailler dans le fond. Comment on fait pour aider nos jeunes Martiniquais qui sortent de l'école agricole, qui sont environ 80 par an, à pouvoir avoir de la terre, pouvoir planter? Il faut davantage donner des compétences et davantage de pouvoir, notamment à la SAFER, pour lui permettre de pouvoir vraiment jouer son rôle de préemption, pour qu'on ne se retrouve pas avec de l'artificialisation comme ça des terres agricoles, et que la SAU, c'est-à-dire que les surfaces agricoles, diminuent au quotidien. Parce qu'on sait bien beau de parler de la production locale, etc., mais si on ne donne pas aux jeunes les moyens de produire, si on ne donne pas les moyens de produire, comment on va faire pour faire remonter cette production locale-là? Bien sûr qu'il faut l'aider, qu'il faut l'accompagner financièrement. C'est ce qui a été obtenu grâce à une enveloppe de 2 millions d'euros pour l'instant, mais en travaillant pour qu'on puisse mettre davantage d'argent aussi à l'avenir pour la diversification, pour aller vers de l'agroécologie notamment, parce qu'il faut quand même penser au développement durable. On l'a parlé tout à l'heure là, des catastrophes naturelles, de tout ce qui se passe à l'extérieur dans le pays et qui nous touche au quotidien, puisque nous sommes au maximum touchés par tout ça. Donc toutes ces mesures sont prises. Pourquoi? Pour pouvoir travailler à l'avenir. Et il faut faire des choses durables parce que la vie chère, elle ne va pas s'arrêter. Si on n'essaye pas de changer, comme l'a dit monsieur, surtout Michel qui l'a évoqué, le système, puisqu'il faut permettre à ces jeunes qui créent leur entreprise de pouvoir créer, parce qu'on sait très bien qu'il y a une inégalité au départ à la base, parce qu'ils n'ont pas de revenus, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas 1 hectare de terre à hypothéquer pour pouvoir créer leur entreprise quand on va leur demander une assurance, parce qu'ils viennent souvent de familles très modestes et ils essayent. On sait très bien qu'en Martinique, qu'il y a 76 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 36 000 personnes qui touchent le RSA. Donc ça démontre quoi? Qu'on vit dans un tissu social où on a beaucoup de personnes qui ont des difficultés.
à joindre les deux bouts. Et pour les aider, la politique publique, dès le départ qu'a mis en place la collectivité territoriale, en tout cas les élus que je connais, c'est pouvoir aider les Martiniquais au quotidien à s'en sortir, mais aussi à créer de la richesse, à faire certaines personnes à créer leur activité et à s'en sortir. Et c'est ces différentes politiques-là qui ont été mises en place. Il y a le revenu et émancipation jeune qui avait été créé. C'est parce qu'on sait très bien qu'il y avait des jeunes qui n'arrivaient pas à s'en sortir, qu'ils étaient là, qu'ils étaient oisifs. Donc tous ceux qui avaient une idée, une initiative, qui décidaient de se travailler même dans une association de quartier, etc., ces jeunes-là étaient aidés et accompagnés financièrement. Mais ce travail-là a été mis en place. Donc il ne faut pas essayer de faire croire que les élus qui sont là travaillaient, ce qui les intéressait, c'était que l'institutionnel et non pas travailler sur le quotidien de la population martiniquaise. C'est ce que je voulais dire avant tout. Abondante. Oui, pour l'instant, après, oui, mais moi j'ai donné des chiffres qui montrent la réalité. Je voulais juste rajouter, Michel, juste avant de te donner la parole, parce que j'ai entendu que c'est quasiment dérisoire de 7000 produits. C'est faux. Il faut qu'on arrête de faire croire que 7000 produits, c'est quasiment rien. La majorité des supermarchés n'ont pas 7000 références dans leurs magasins. Il n'y a pas 40 000 références de produits alimentaires. 40 000 produits, ça concerne tout, le textile, etc. tout. Et il y a très peu de surfaces qui ont 40 000 références ici. Il n'y en a quasiment que 2 en Martinique qui ont 40 000 références. Il y a pas mal de surfaces qui ont 3 000, 7 000 références. Donc, ce qui fait que ça touche quasiment l'ensemble des gammes. Donc, bien sûr qu'il peut manquer certaines choses. D'ailleurs, les élus ont dit qu'ils sont prêts à revoir, à travailler sur certains produits. Mais à chaque fois qu'on travaille sur un produit, il faut faire attention à la production locale, à ce qu'on met en place. Vous savez que dans la liste, par exemple, il y a les steaks hachés. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? La MIV a tout de suite fait un courrier pour dire attention, on produit des steaks hachés en Martinique. Nous, les bouchers, nous travaillons. Et s'oppose à ça. Donc, qu'est-ce que vous faites? Donc, il faut faire très attention, on n'a pas l'impression. Mais ici, il y a, je ne peux pas citer de marque, mais il y a Comia, il y a certains trucs. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'on touche à quelque chose, en face, il y a des emplois, il y a un développement économique d'un pays qu'il faut mettre en place. Et comme j'ai entendu d'ailleurs, je veux dire, mes collègues ce soir qui sont à ma droite dire, il faut faire. Mes collègues ce soir. Marie-Laurence, que je connais très bien. Soyons sympathiques. Mes collègues que je connais tous très bien. Ils ont, non, mais c'est au contraire, c'est de la sympathie, mes collègues. Ce que je veux dire très bien, c'est ce qu'ils ont dit, c'est qu'on ne peut pas développer un pays sans développer sa production locale, sans qu'on produise quelque chose et être dépendant à 100% de l'extérieur. Tout le monde est bien content. Ça dit, la culture, c'est d'abord l'alimentation. Moi, je voudrais rappeler que, parce qu'on a souvent la mémoire en compte, on oublie qu'il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas de bateau qui venait en Martinique, il n'y avait pas d'avion durant le Covid. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement qu'on avait la production locale pour permettre de s'en sortir. Et on a vu tout de suite les gens de la production locale, ils ont dû augmenter tous leur production pour pouvoir répondre aux besoins de la population martiniquaise. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de rayons vides dans les supermarchés. On oublie ça, qu'on est une île et qu'on est insulaire et qu'il faut faire très attention. Michel, tu voulais réagir par rapport à ce que dit Mathieu? Je voulais réagir sur la question des produits. Bon, moi, j'ai la liste là. Oui. Bon, alors, les pommes de terre fraîches, pommes de terre préparées. Ne pas qu'à produire ça ici. Haricots rouges, lentilles vertes, pâtes fraîches aux œufs, spaghettis, macaroni, lasagne fraîche. Tout ça se prend, c'est pas de la malbouffe, ça. Hein. Bon. Et par ailleurs, Fossantier a fait un excellent article tout à fait. La semaine dernière en interrogeant 2 spécialistes de la nutrition. Et ils ont expliqué que, notamment les légumes secs, sont un élément important dans l'équilibre alimentaire. Tout à fait. Bon. Alors, par conséquent, je ne parle même pas des sardines. Bon, ça me rappelle un souvenir parce que les montiers étudiants. En tout cas, manger des sardines et pipins. En tout cas, manger sardines et puis pâtes. Ah bon. Ah, c'est très bon. On tenait un camping-gaz. Le productrice, c'est très bien. Mais oui, on ne pas tenir plus de l'argent. On tenait un petit camping-gaz. On a fait pâtes. Et bien, on a ouvert votre sardine. Et on a pâtes évisées. Bon, mais par contre, les sardines, ça contient des oméga 3. Bien sûr. Bon, c'est-à-dire que pour éviter le cholestérol, etc., bon, et même maintenant, bon, je te dis franchement, on peut manger sardines le matin. Ah oui. Bon, par conséquent, donc, ça c'est le premier jour. Alors, on peut élargir cette liste. Tout à l'heure, nous allons parler de l'amendement TVA du gouvernement. Bon, ce qui m'a frappé dans cet amendement, c'est qu'on prévoit l'élargissement éventuellement à d'autres produits. Oui, bien sûr. Autrement dit, les types ont intégré l'idée que c'est une première liste qui doit être élargie.
Mais la deuxième chose que je voulais dire, je dis ça amicalement à mon ami Marie-Laurence, nous n'opposons pas, il ne faut pas opposer ce qu'on appelle l'institutionnel. Bon. Alors, le mot institutionnel a une connotation un peu péjorative, ça veut dire juridique, discussion un peu sur le sexe des anges, etc. Non. Institutionnel, c'est le moyen par lequel on doit passer, quelle que soit la méthode qu'on va utiliser, pour augmenter la capacité des élus locaux à intervenir à la fois sur le social et sur l'économique. Par conséquent, et je parle en tant qu'ancien élu de la CTM, avec Alfred Marie-Jeanne, et c'est ce qui arrive maintenant à M. Letchimé. Nous sommes à bout de 6 ans, nous sommes arrivés à la conclusion qu'on nous boute. Nous boute financièrement, ça c'est sûr. Et nous boute dans les capacités, tu as parlé de contrat de convergence, dans les capacités, et le dernier plan que nous avons fait, ça s'appelait plan de refondation de l'économie. Refondation. Parce qu'on est arrivé à l'idée qu'il fallait refonder l'économie, là, changer. Et par conséquent, notamment élargir ce que nous sommes en train de demander au gouvernement de supplier là. Nous ne pouvons pas changer la TVA. Nous sommes obligés de demander à l'État français de changer la TVA. Bon. Et. Non, mais Michel, je t'interromps 2 petites secondes pour dire. Ce qui est dommageable, c'est que nous trouvons même des élus de gauche qui développent un discours selon lequel, eh bien, nous avons suffisamment de pouvoir dans le pays pour pouvoir... Oui, mais ça, c'est pas des élus de gauche. Pour pouvoir développer le pays. Tu m'excuses. Donc, finalement, ils arrivent à convaincre des personnes qui sont déjà dans cette démarche intellectuelle-là et qui se disent, écoutez, ce sont les élus qui ne font pas le nécessaire, qui ne savent pas gérer et qui n'arrivent pas à faire évoluer notre pays alors qu'ils ont tous les pouvoirs nécessaires. Et c'est ça qui est dommageable. Alors, je te réponds tout de suite et puis je vais être bref. Nous sommes un petit peu responsables de cette pensée, de cette affirmation, parce que lorsque nous avons fait la campagne en 2010 pour la collectivité unique, nous avons eu tendance. Et en tout cas, on ne l'a pas dit comme ça, mais c'est comme ça que ça a été compris. La population a cru comprendre qu'avec la collectivité unique, en gros, qu'on avait l'autonomie, qu'on avait des pouvoirs nouveaux. En réalité, il faut répéter, et c'est ça le problème des partis politiques, c'est le problème de l'information et de la formation politique, parce qu'on ne fait pas de politique si on n'a pas de formation politique. Il faut expliquer aux Martiniquais que la collectivité unique, c'est l'article 73, c'est les pouvoirs de l'ancien conseil général et de l'ancien conseil régional, avec quelques pouvoirs nouveaux qu'a apporté une loi qu'on appelle la loi NOTRe. Je parle à un connaisseur, là. Bon. Là, tu connais ça, la loi NOTRe. Bon. Mais c'est tout. Alors, Michel, je propose, parce que sinon, nous allons rester sur ce thème-là. Bon, donc, il reste encore je conclue là-dessus. Oui, je t'en prie. Je conclue là-dessus, effectivement, je comprends tout. Oui, parce que... Tu essaies de faire tenir... Et puis, je suis le gardien du temps. Ouais. Bon, mais, je pense que le mérite de ce mouvement que tu appelles citoyen, c'est d'avoir mis l'accent sur un problème, sur un bobo. Sur un bobo. Si un type qu'on ne connaît pas, qui habite en France, qui habite Colmar, arrive ici et dit faut aligner les prix sur la France, et il est suivi par 1000, 2000, 3000 personnes, c'est qu'il y a un bobo. Et la question que les élus et ceux qui veulent penser l'avenir du pays doivent se poser, pourquoi cette question? Il ne faut quand même pas occulter le fait que
c'est une thématique sur laquelle les élus travaillent depuis longtemps. Moi, je voulais juste rappeler, quand on dit travailler très longtemps, on l'a vu, il y a eu le rapport Johnny Agent qui est Michel. La raison, c'est un. Et puis tu as une commission à la CTM qui a été mise en place. L'ensemble des élus de la CTM ont voté à l'unanimité. Le gouvernement, parce que nous sommes, l'essentiel des décisions économiques et sociales sont quand même prises par le gouvernement français. Voilà. La baisse du pouvoir d'achat et le ressenti de la vie chère, c'est le gouvernement français qui en est responsable. C'est ça, on touche aux limites des pouvoirs de Martiniquais. On va en parler d'ailleurs de manière tout à fait. Mais moi, je vous laisse simplement rappeler, Michel, très rapidement, parce que c'est pas... Les élus étaient au quotidien dessus. Il y avait des commissions j'assistais à des réunions plusieurs fois par mois depuis plus d'1 an, notamment sur ça, avec les mêmes personnes qui étaient autour de la table qu'on a vu que les gens ont tous pu voir à la télé, etc. Les distributeurs, des réunions avec la CMA-CGM, avec les importateurs, etc. Il y avait des réunions qui étaient au quotidien. Et qu'est-ce qui a simplement ralenti tout ça? C'est l'incertitude au niveau national qu'il y avait, parce que nous, on a fait remonter des courriers avec des dispositions. Il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait pas de ministre, il n'y avait rien, il y avait une vraie incertitude au niveau national et c'est ce qui a fait prendre du retard. Parce que l'ensemble des élus de la Martinique, en tout cas de la collectivité territoriale, ont voté à l'unanimité les assises de la vie chère. Ils ont même voté un budget pour permettre que ces assises ont lieu et ont commencé à travailler dessus suite au rapport de Johnny Agent sur le sujet. Alors, deuxième point. Donc effectivement, ça a dû inspirer certains, le rapport et le travail qui a été mis en place. S'il vous plaît, on ne va pas commenter ça. L'Assemblée nationale a adopté... Monsieur Branchi, l'Assemblée nationale a adopté samedi soir, 26 octobre, une disposition proposée par le gouvernement pour exempter de TVA en Martinique et en Guadeloupe une liste de produits de première nécessité. Traduction d'un accord conclu le 16 octobre en Martinique. Vous avez la parole. Non, moi je suis... Je laisse... Vas-y, est-ce qu'on va dire que c'est encore moi? Non, je voulais simplement dire que, parce qu'on en a un peu parlé juste avant, mais c'est simplement pour dire, parce que la dernière fois, il y avait beaucoup de personnes sceptiques ici en disant qu'il n'y a pas d'engagement, que ce qui a été signé ne veut rien dire, etc. C'était simplement pour montrer deux choses. Ça montre simplement qu'il y a certains engagements qui sont tenus et qu'il y a un travail qui est fait, qu'il y a eu un suivi. Et d'ailleurs, le déplacement du président du conseil exécutif, Serge Letchimy, dans l'Hexagone, était pour ça, mais pas que pour ça, puisqu'il on a parlé, il a plusieurs sujets qui ont été évoqués, notamment la situation financière de la collectivité territoriale. On l'a dit, on en a rappelé, je le rappelle d'ailleurs souvent ici, on a, ne serait-ce que sur l'action sociale, on a 150 millions d'euros qu'on paye chaque année pour l'État. Michel Branchi connaît ça bien, puisqu'ils ont lancé, on était au pouvoir, on le disait, ils avaient lancé... Non, Michel, non. C'est pas vrai, parce que depuis le Conseil général, il y a certaines personnes qui sont témoins là. Depuis le Conseil général, qui sont témoins, qui savent ça. Rappelez-vous que depuis le Conseil général, exactement, les AIS, allocation individuelle de solidarité. Et rappelez-vous qu'il y a une question prioritaire de constitutionnalité qui a été produite. Et qu'est-ce que le Conseil constitutionnel a répondu? Non, tout à fait. Tout est normal. L'État compense ces aides qui sont servies, mais c'est son droit de ne pas, faire attention à la dynamique de ces aides qui sont servies. À savoir, il y a de plus en plus de bénéficiaires et l'État ne compense pas à l'euro près ces aides qui sont servies. 150 millions d'euros par an, c'est sûr que c'est pas à l'euro près. Et le cumul, c'est 150 millions. Et en tout cas, la collectivité a décidé de porter plainte contre l'État à ce niveau-là. En tout cas, il y a d'autres collectivités qui vont faire l'Hexagone. Je répète que la question a été tranchée, mais bon, tu sais, une vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Donc, la CTM a bien raison de poser le problème. Mais tu sais, le problème est le suivant, c'est que il y a une dynamique de vieillissement de la population qui fait qu'automatiquement il y a beaucoup plus de personnes âgées et que dans ces fameux AIS, il y a le paiement de l'allocation des personnes âgées dépendantes. Oui, de la part. Autrement dit, nous avons et pareil pour les CCAS, nous avons une dynamique sociale en Martinique qui fait que les dépenses sociales de nos collectivités augmentent alors que nos ressources diminuent. Bien sûr, mais pire, c'est le RSA. Le RSA, c'est la collectivité territoriale qui sert cette aide-là, mais le nombre de bénéficiaires augmente de façon évidente. Mais oui, c'est ça, 38 000 personnes. Donc si l'État, alors que c'est l'État qui, pour que les téléspectatrices et les téléspectateurs comprennent, c'était l'État qui servait le RMI à l'époque, qui a été transformé en RSA. Et l'État devait compenser, puisque l'État a transféré cette subvention, cette aide servie aux bénéficiaires, au Conseil général à l'époque,
et maintenant la CTM. Donc l'État devait compenser à l'euro près, ce qu'il ne fait pas. Donc forcément, la CTM doit prendre sur ses recettes, les moyens de verser ce RSA aux bénéficiaires. Et ça, ce n'est pas normal. Tu sais quoi après? Le budget de la CTM, il y a deux ressources. C'est l'octroi de mer. Il y a l'octroi de mer et la taxe sur les carburants. Mais oui. C'est les seules ressources sur lesquelles nous pouvons jouer. On nous a même enlevé la taxe, la TFNB, la taxe foncière. Et puis attention, il y a quand même l'octroi de mer. Il ne faut pas oublier l'octroi de mer. Le produit de l'octroi de mer est versé à hauteur de 26% 26% de son produit. C'est 26% qui bénéficie à la CTM. Mais franchement, la CTM se retrouve avec des moyens qui sont extrêmement diminués. Et si la CTM aujourd'hui indique qu'elle va porter plainte contre l'État pour ce RSA, en fait, ces aides individuelles de solidarité qui ne sont pas compensées à l'euro près, c'est bien parce qu'elle se retrouve en difficulté du point de vue de ses recettes. Il ne faut pas oublier, je parle sous ton contrôle Mathieu, le budget de l'année dernière était de 1,7 milliard. Le budget de cette année est de 1,5 milliard. Oui. Donc il y a 200 millions qui manquent. Ouais. Et c'est 200 millions des aides individuelles de solidarité. Enfin, je veux raccourcir, bien entendu, mais c'est à peu près ça. Et puis je donne juste les chiffres, notamment de l'octroi de mer. C'est en gros, pour la Martinique, c'est en moyenne 390 millions d'euros, 270 pour les communes et le reste pour les 190 pour la collectivité territoriale. Et puis il y a une petite partie 91 à peu près pour la collectivité territoriale. Il y a une petite partie qui va à un organisme qui s'appelle le FRDE, le Fonds régional de développement économique. Qui est un embryon d'utilisation de l'octroi de mer. Enfin, pas économique, et de l'emploi. Et de l'emploi. Ouais, c'est ça. C'est un embryon d'une utilisation plus dynamique de l'octroi de mer. Qui est versé aux communes, mais malheureusement. Enfin, alors bon. Mais nous sommes obligés d'entrer dans ça parce que tu m'excuses. Hein, je t'en prie. Je m'excuse. Ça peut paraître technique, mais comme il y a beaucoup des fakes qui circulent en ce moment par des gens qui ne connaissent rien. Parce que là, je suis un peu dur. Des gens qui ne connaissent rien et qui affirment péremptoirement des énormités, il faut quand même rappeler un certain nombre de réalités. La réalité, c'est que la Martinique est un pays mal développé, dépendant et qui a besoin de s'émanciper. Absolument. C'est ça. Nous sommes absolument d'accord. Alors, Marie-Laurence, qu'est-ce que tu peux dire sur ce sujet de la TVA, décision prise par l'Assemblée nationale suite à un amendement du gouvernement et qui a été approuvé par l'Assemblée nationale? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que aujourd'hui, on est dans ce prolongement de ce, on va dire, de cet accord qui a été signé. Le gouvernement prend acte, l'État prend acte, et c'est très bien. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous aurons à travailler pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour étendre un peu plus la liste de produits. Et justement, si l'on regarde, parce que on a les yeux sur le nombril. Quand on regarde la situation à Mayotte, c'est qu'ils ont dit, bon, ben voilà, quel est on va dire, l'alimentation de base du Mahorais. D'accord? Et ils ont décidé, bon, cette alimentation de base, il y a le poulet, il y a ça. Et c'est le poulet. Oui, et puis tout. Et puis, bon, voilà, c'est gelé. Et puis, c'est tout. D'accord? On s'est gelé, mais par contre, tous les autres produits ont augmenté. Autrement dit, aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est une analyse de qu'est-ce qui convient pour que le Martiniquais puisse s'alimenter on va dire, le plus sainement possible. Parce que j'ai vu des prix affolants. J'ai vu un fruit à pain à 8 €.
Si vous c'est pas en allez... Martinique, hein, ce que vous avez vu. Hein. Oui. Je précise que c'est pas en Martinique, parce qu'il C'est ne faut pas ça laisser croire aux... Oui, mais... Il y en a en Martinique qui sont Ça, vendus à 10 euros. Oui, mais on sait bien où ça se trouve. Je ne vais pas citer les enseignes. Pour moi, tous ces gens qui balançaient des prix, y compris 15 euros le pack d'eau, d'accord? Ce sont des gens qui vont acheter dans des structures, on va dire, très haut de gamme, d'accord? Naturelles, etc. Mais en attendant, vous allez sur le marché de Fort-de-France, tous ces gens que je vois qui parlent comme ça, je n'ai jamais vu sur le marché. Parce que j'allais dire que tu es toujours sur le marché. Jamais vu sur le Honnêtement, tu es marché. toujours sur le marché, donc ça prouve que j'y suis aussi. Oui, Mais, et donc par conséquent, c'était 2,50 €. c'est vrai. D'accord? Le vrai après. Oui, D'accord. 2,50 €. Maximum 3 € quand il est énorme. Mais Ouais, tu es je connais tous les marchés de Fort-de-France C'est et vrai. je sais qui les fréquente. Viens à Balata, 8e D'accord. Mais il est gratuit. Mais Marie-Laure, tu ne m'as jamais vu parce que Monsieur je ne vais pas aux mêmes heures que toi. Ça m'étonne. Non, je voulais juste Je rappeler... reste parfois 3 heures sur le marché. C'est vrai? Avec les marchands. Donc, C'est vrai qu'elle reste très longtemps sur les marchés. Ce sont mes amis. Honnêtement, elle reste très longtemps sur les marchés, parce que pour l'avoir à chaque fois sur le marché, sur les différents marchés d'ailleurs. Je voudrais simplement rappeler une chose, on en a parlé tout à l'heure là. Faut pas oublier que face aux différents produits, chaque fois que vous touchez un produit, il ne faut pas oublier ça. Il ne faut surtout pas qu'on oublie ça. On en a parlé tout à l'heure. J'ai rappelé les chiffres de l'octroi de mer. Vous touchez aux recettes notamment des communes. À chaque fois que vous touchez un produit, chaque fois qu'on va aller rajouter un produit supplémentaire, derrière, c'est une recette en moins pour les communes. Il ne faut pas l'oublier. Parce que chaque fois, on l'oublie, on dit oui, il manque ci, il manque ça comme produit, etc. Mais vous allez toucher aux recettes des communes. Et n'oublions pas qu'il y a beaucoup de maires qui sont opposés, la majorité des maires, à 100%, c'est une réalité, à ce qu'on touche à l'octroi de mer pour l'instant. Parce que l'octroi de mer leur sert à quoi? À mettre en place des services pour leur population. On l'a dit, on a des personnes âgées de plus en plus. Nous sommes le département, du moins la région française où on a le plus de personnes de plus de 60 ans actuellement. Donc ce qui fait qu'il y a des politiques publiques qu'il faut mettre en place. Donc ce qui fait que ces politiques publiques coûtent de plus en plus cher. Et on l'évoquera tout à l'heure avec de l'autre côté des dotations d'État qui ne font que diminuer. Tout à fait, tu as parfaitement raison, parce que c'est un point auquel on ne pense pas, mais il faut dire que l'engagement pris par la CTM d'exonérer 54 familles de produits d'octroi de mer coûte, je parle sous ton contrôle, Mathieu, 6 millions. 6 millions, 5 millions 9. Ouais, exactement. À C'est peu bien près. ça. Oui, Et c'est à peu près ça. la À chambre peu de près ça. commerce C'est estimé comme ça. La chambre de commerce dit 13 millions. 13 millions. Donc ça veut dire que 76% de ces 5 millions 9 ou de ces 6 millions devraient normalement atterrir dans les poches de la collectivité, des collectivités communales, des communes. Des communes. Et 26% ou 24% dans les caisses de la CTM. Donc ça veut dire qu'il y aura un effort considérable qui sera fait. Non, même si, attends, non, je sais ce que tu vas dire, Mathieu. sûr, Même si on parle de péréquation, mais je vous avoue, chers amis, que je suis un peu réservé par rapport à cette démarche de péréquation. Bon. On aimerait savoir pourquoi. Non, parce que, tu sais, tu n'achètes pas un camion chaque année. Hein. Tu achètes un camion tous les 10 ans. Et la péréquation va porter sur ces produits qui sont non essentiels. Qui sont des produits non essentiels par rapport aux produits essentiels. Bon, donc c'est un peu aléatoire malgré tout. Oui, mais tu parles d'aléatoire, mais il y a quand même, face à l'aléatoire, il y a quand même des chiffres qui ont été regardés sur une moyenne de ces 5 dernières années par rapport à l'ensemble de ces produits-là, les recettes de ces produits-là, et que il y a un travail qui a été fait. C'est d'ailleurs pour ça que ça a pris du temps et qu'on a demandé, en tout cas, il y a des techniciens qui ont travaillé dessus. Avec la douane, tu connais très bien tu connais très bien. Entre autres, ceux-là. Un de mes étudiants à l'université. Voilà. Alors, faut espérer, mais faut espérer qu'effectivement... Non, ils ont fait un travail remarquable. Il faut espérer que cette péréquation donne satisfaction, à savoir que véritablement la perte soit compensée, hein, parce que nous savons que nous avons une majorité de communes en difficulté. La preuve, c'est que l'État, étant conscient de ce que ces communes sont en difficulté, propose un contrat de redressement. Il y a aujourd'hui 6 communes qui sont en contrat de redressement, mais pour des sommes qui sont ridicules. Donc, on sait très bien que nos collectivités sont en difficulté. Donc, si elles doivent perdre en recettes,
ça va être catastrophique pour le service public et les politiques publiques menées par les communes. On va s'arrêter. Et je veux juste rappeler très rapidement qu'en Martinique, ces difficultés sont encore plus grandes, parce qu'on l'a évoqué un peu tout à l'heure là, c'est-à-dire qu'on a une population qui diminue, donc l'État diminue ses dotations pour les collectivités. Là, ils l'ont rappelé, 5 milliards d'euros pour l'ensemble des collectivités. Mais en plus, nous, comme on a une population qui diminue, donc on est doublement touché. Et une population qui vieillit, donc de plus en plus de services publics à mettre en place. Donc, ce qui fait que, d'où la difficulté des collectivités, notamment Martinique. Karine n'a pas encore parlé, elle est dans une sorte de mutisme. Non, j'écoute respectueusement les avis de chacun. Mais je rappelle aussi que la grande distribution a une grande responsabilité n'ayant pas publié ses comptes et qu'on attend davantage d'efforts de leur part parce que l'État s'est beaucoup investi, les collectivités s'investissent et puis d'ailleurs ça donne lieu à des tiraillements qui sont naturels, c'est humain. Mais n'oublions pas que ceux qui détiennent les rênes et qui en usent et en abusent n'ont pas encore tout à fait rendu compte de leurs possibilités en matière d'effort, parce que pour mesurer l'effort, il faudrait publier les comptes. C'est bien beau de nous dire on a des dividendes de misère. On aimerait bien le voir pour pouvoir en juger nous-mêmes. Alors j'étais vraiment surpris, lors d'une émission avec Philippe Joc, de l'entendre parler de tout, l'État, la CTM, les transporteurs, machin, mais jamais de la grande distribution, enfin des distributeurs. Et la journaliste qui l'interviewait, enfin qui l'interrogeait, c'était une émission d'une demi-heure sur une télévision concurrente, Martinique, pour ne pas la nommer Martinique la première, elle ne lui a pas posé la question, savoir, et les distributeurs, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'effectivement, comme tu dis, Karine, on ne les a pas vraiment beaucoup entendus sur la nécessité pour eux, effectivement, d'informer et de dévoiler leurs comptes, pour qu'on sache comment leurs prix sont composés. Absolument. Alors, parmi les choses que nous avons à obtenir dans l'application de ce protocole d'objectifs et de moyens, il y a précisément, à l'heure actuelle, on parle de la grande distribution, personne, y compris l'autorité de la concurrence, n'est capable de me dire quelle est la marge de un tel. Pourquoi? Je répète ce que j'ai déjà dit. L'administration qui était capable de faire ce travail, la DGCCRF, a été démantelée, a été fusionnée au sein de la DITS, qui n'a pas ce pouvoir. Donc parmi les choses à mettre dans la loi d'orientation, il faut, je suis prêt à aider, je le dis publiquement, je suis prêt à rédiger l'exposé des motifs. Tu seras pris au mot, tu sais ça. Je suis prêt à rédiger l'exposé des motifs. Oui, mais on est ouvert à tout le monde. Parce qu'il y a deux niveaux, il y a un niveau européen, il y a un niveau de l'État français. Il faut, sans entrer dans des détails, justifier qu'on maintient la surveillance des prix, la formation des prix, le contrôle des prix dans les départements d'outre-mer parce que ce sont des régions éloignées et insulaires. Donc, autrement dit, dans des petits territoires, la liberté des prix, dans des petits territoires où il y a des grands groupes concentrés, des oligopoles, instaurer la liberté des prix, c'est naïf. C'est criminel. Et illusoire. Donc il faut. Et c'est ce que nous sommes. C'est entre autres une des raisons pour lesquelles nous sommes en train de payer les choses. Voilà. Bien, alors, il nous reste trois sujets à voir. Non, Mathieu. Oui, non, je dis rien. Il nous reste 3 sujets à voir. La coupure d'électricité généralisée sur la Guadeloupe. Oh là là. Bon, je pense que chacun d'entre nous a un avis là-dessus, parce que bon, c'est un peu un mouvement syndical, apparemment, qui aurait procédé à cette coupure généralisée. En tout cas, il y a des enquêtes qui sont ouvertes, en tout cas, tout à fait. Bon, si on va du pénal, je ne sais pas ce que vous en pensez, Karine.
Alors, je pense que leur. Je vous invite à être. Oui, je vais essayer d'être concise. Ça fait des années qu'ils se plaignent d'un certain nombre de dysfonctionnements sur le plan des ressources humaines, sur le plan financier aussi, parce qu'apparemment, il y a des primes qui n'ont pas été payées, etc. Quelle que soit leur motivation, ça a eu des impacts non négligeables sur la santé, sur les hôpitaux, parce que les structures hospitalières en ont vraiment pâti, parce qu'apparemment les groupes électrogènes ne sont pas dans un fonctionnement optimal, en tout cas opérationnel. Et une durée de fonctionnement aussi, une durée quoi. Oui, tout à fait. C'est 2 jours de coupure là. Oui, tout à fait. Et malheureusement, c'est significatif d'une accumulation de dysfonctionnements, mais on ne devrait pas se permettre d'en arriver là. Mathieu. Bon, moi, je reprends pour être très bref. En tout cas, je trouve qu'effectivement, il y a un conflit qui perdure depuis un moment, mais les conséquences de cette coupure sont terribles. Elles auraient pu être humaines, on ne sait même pas, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui sont branchés, qui ont des respirateurs, qui ont des choses qui ont besoin d'être. D'ailleurs, c'est un travail que mènent certaines municipalités pour, si jamais il y a une catastrophe naturelle qui arrive, qu'ils aient déjà repéré au préalable, en tout cas moi je sais qu'à la ville de Fort-de-France on le faisait, qu'on ait déjà repéré au préalable le maximum de personnes en travaillant avec les CCS, avec tout le monde, qui ont besoin absolument d'électricité pour qu'on puisse leur porter secours rapidement en urgence. Donc ce qui fait que ces catastrophes-là c'est une catastrophe économique, mais espérons qu'elle n'est pas humaine, on ne sait pas, on le saura parce qu'il y a des enquêtes qui sont ouvertes, on le verra, mais c'est vrai qu'arriver à ce stade-là que la Guadeloupe soit privée d'électricité pendant aussi longtemps, c'est quelque chose de très dommageable qui n'aurait pas dû arriver. C'est quand même 380 000 personnes oui, tout à fait. Tout à fait. Même les îles à côté, Marie-Galante, etc., non plus n'avaient pas d'électricité. Et quand on connaît la précarité de Marie-Galante, où il n'y a pas vraiment d'hôpital, il n'y a pas vraiment de situation, donc ça fait que ça aurait pu avoir des conséquences très graves. Enfin, Marie-Laurence, alors. Oui, alors, je dirais que, premièrement, il faut quand même que je lise en partie le communiqué pour faire comprendre de quoi il s'agit ici. Alors, il y a un communiqué, le collectif Guadeloupe Éthique, Démocratie et haute personnalité de la société civile. L'impardonnable irresponsabilité des grévistes de EDF. Il y a toujours une limite à toute action syndicale. Celle relevant des limites éthiques de son action, conduisant à ne pas toucher aux intérêts vitaux du pays et à ceux de ses habitants. Nous condamnons avec la plus grande force le bloc-out déclenché vendredi matin sur toute la Guadeloupe par quelques salariés grévistes de EDF. Ces quelques salariés grévistes de EDF, ils étaient une vingtaine. Ils sont en grève depuis le 16 septembre. Donc une vingtaine sur 110. C'est-à-dire qu'on a une action qui est condamnée par l'ensemble des élus de la Guadeloupe et de la société civile. D'accord? Et moi, je dois dire que quand j'ai lu ça, j'étais contente qu'il y ait cette unanimité. Cette réaction. Oui, parce qu'il y a des limites. Et donc, pour moi, il s'agit d'un sabotage criminel. Je retiens que des politiciens de la société civile ont condamné unanimement cette radicalisation d'une minorité. Et ils ont eu raison, parce qu'on ne connaît pas aujourd'hui quels sont les impacts. Les impacts sur des vies humaines. Et on oublie aussi, pour revenir à ce qu'on a dit, c'est que j'ai entendu qu'il y avait déshumanisation. Il n'empêche que je retiens qu'il y a eu 2 femmes qui ont été agressées sur les barrages. D'accord? Ok? Je ne sais pas comment ces jeunes femmes qui sortant de leur boulot ont été victimes d'agressions inadmissibles. Tu parles de la situation d'ici? Oui, de la situation d'ici. Oui, en Martinique. Je n'ai pas entendu unanimité pour condamner ça. Ouais. D'accord? Donc pour moi, c'est un point positif que la société guadeloupéenne puisse le dire unanimement. Voilà ce que j'avais tu parles de l'unanimité de... Ah oui, ça. Oui, mais quand on regarde autour de la table, eh ben, je m'étais dit que si c'était arrivé en Martinique, eh ben, voilà ce que j'aurais entendu.
Voilà, merci. Bon. Alors, Michel, je ne sais pas si tu pourras nous renseigner, enfin, je te pose la question comme ça. EDF PEI. Alors qu'en Martinique, on n'a que l'EDF. Mais là, PEI, ça veut dire production électrique insulaire. Alors, je ne sais pas, je me suis interrogé, je ne suis pas allé rechercher. Je te dis franchement que je ne sais pas. Bon, alors ton point de vue sur ça? Bon, mon point de vue, c'est qu'il faut arriver à un moment donné. C'est Maurice Thorez qui disait qu'à un moment donné, il faut arrêter une grève. Il faut savoir à quel moment. Alors, je ne veux pas m'immiscer dans la stratégie syndicale de la CGTG parce que il semblerait qu'il y ait des accords, il y ait des sorties de crise qui aient été négociées et que finalement, il demandait quand même la ratification par le directeur général en personne de EDF France. Bon. Mais néanmoins, les dommages sont... On ne peut que regretter et condamner les dommages. Il y a même eu des pillages. Des pillages, à Pointe-à-Pitre. Des pillages. Il y a des un peu comme ici. Hein. C'est ça. Des incendies, des choses comme ça. Et ça, la plupart des élus ont condamné ces actions. Donc, il faut souhaiter qu'une négociation aboutisse et qu'on sorte de ce conflit, quoi. Clairement. Alors, ça nous permet de passer au point suivant. Le gouvernement entend économiser plus de 2 milliards d'euros par an avec l'allongement de la durée de carence et la réduction à 90% de la rémunération au-delà des 3 premiers jours d'arrêt des fonctionnaires. Alors bon, les fonctionnaires, la fonction publique est visée. Est-ce à dire qu'il y a un abus? Alors, il semblerait que le nombre d'arrêts maladie est explosé depuis le COVID. En 10 ans. Depuis le Covid surtout. Ouais. Ça s'était stabilisé entre le privé, en tout cas ce sont les chiffres qu'annonce le gouvernement. Le nombre d'arrêts maladie était stabilisé entre le privé et le public, hein, parce que ce sont les comparaisons qu'ils font. Hein. Ouais. Et c'est-à-dire que depuis le Covid, il y a une augmentation de près de 10%, d'après ce que j'ai vu, des chiffres du public par rapport au privé. C'est ce qu'annonce en tout cas le gouvernement, il se cache derrière ça pour... en tout cas, dire ça, en tout cas mettre ça en valeur. Le chiffre que j'ai, c'est 80%, une augmentation de 80% en 10 ans. À 80% en 10 ans. Mais c'est sur 10 ans. Ouais, mais sur 10 ans, bien d'accord. sûr, sur 10 ans. Oui. Mais ça englobe évidemment la période du Covid, quoi. Enfin, de la bien Covid. sûr. Tout à fait. Donc, ce qui fait que bon... Vas-y. Non, moi je voulais simplement dire que je trouve que c'est un faux problème que met en avant le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont annoncé quand même 100 000 fonctionnaires en moins. Barnier l'a annoncé dans son discours de politique générale. Il a annoncé 100 000 fonctionnaires en moins. Quand vous avez 100 000 fonctionnaires en moins, ce sont des gens qui, normalement, dans leurs collègues, ce sont certaines personnes après qui se retrouvent avec plus de boulot, plus de choses à faire. Donc ce qui fait que quand quelqu'un est malade, la personne n'est pas malade par plaisir, elle va voir un médecin, on lui donne un arrêt. Et quand vous, sur cette personne-là, vous allez faire quoi? Notamment ici, quand on retrouve un tissu de personnes majoritairement qui sont au niveau du SMIC, ou même un petit peu plus, en tout cas, sont un petit peu plus au niveau du SMIC. Quand on veut leur donner 3 jours de carence, qu'est-ce que ces gens-là font? Quand ils ont 3 jours, c'est comme s'ils n'ont pas travaillé dans le mois. Donc ils vont travailler même malades. Donc ce qui fait qu'ils peuvent soit contaminer leurs collègues, ou soit avoir un accident sur le lieu de travail. Et il y a plusieurs jurisprudences qui montrent que quand vous avez un arrêt de travail et que vous allez travailler et qu'il y a un accident qui a été causé sur votre lieu de travail, vous êtes pénalement responsable. Donc ce qui fait que c'est très dangereux ce que veut mettre en place le gouvernement, et on veut en jeter l'attelle sur les fonctionnaires, puisqu'il y a les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et aussi les fonctionnaires de la fonction publique territoriale. En tout cas, ceux qui sont les plus importants, c'est ceux d'État, après territorial et après hospitalière. Donc ce qui fait que je trouve que le gouvernement s'attaque à de faux problèmes. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est faire des économies à tout prix sur le dos de tout le monde dans tous les secteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils avaient annoncé, soi-disant, il n'y a pas longtemps, qu'on allait même augmenter les effectifs pour les enseignants, par exemple, hein, puisqu'ils s'attaquent aussi au nombre d'enseignants qui sont en arrêt maladie. Mais là, il y aura une baisse des enseignants, la réalité qu'il y aura. Clairement. Et quand on regarde les derniers chiffres qu'il y a dans ces différents secteurs-là, on trouve que bien au contraire, qu'il faudrait qu'il y ait, même qu'il y a une baisse démographique, qui a pu avoir dans certaines zones plus d'enseignants pour aider nos jeunes à s'en sortir davantage. Alors, parfaitement. Je te donne la parole tout de suite. Oui. Pour vous rappeler que j'aurais bien aimé qu'on puisse examiner ensemble
le budget de la sécurité sociale. Donc, il nous reste très peu de temps. Oui. Donc, essayons d'être concis et précis. Tout à fait. Je suis ravie d'entendre ça parce que les mêmes problématiques qui concernent les fonctionnaires concernent aussi l'ensemble des travailleurs et particulièrement les libéraux. Je suis libérale. Quand on voit que pendant longtemps, on a eu 15 jours de délai de carence alors que mais c'est terrible. C'est terrible. On travaille largement plus que les 35 heures quand on est en libéral. On est plus entre 70 et 90 heures le plus souvent. Le système est particulièrement ingrat et par déshumanisation que je dénonçais tout à l'heure, ça passe aussi par le fait de gérer les choses en gérant des chiffres et non en gérant de l'humain. Donc j'aimerais remettre un peu de sensibilité humaine dans le débat. Je note là une volonté du gouvernement à aligner le service public sur le service privé. Enfin, sur le privé en général, sur le domaine privé. Donc, on est passé de 1 jour de carence à 3 jours de carence. On est passé de 100% à 90%. Et c'est censé permettre à l'État d'économiser 1,2 milliard d'euros. Donc, j'entends, mais comme pour tout le monde, y compris pas dans le service public, quand on a tendance à aller travailler et qu'on est malade, on s'expose à davantage de complications, on abîme sa santé, on a le risque aussi de contaminer les autres quand c'est contagieux, mais on risque aussi une augmentation des arrêts de longue durée. Et ça, on ne peut pas juste parler de ça sans parler de ces problématiques sanitaires-là, c'est ça. Parce que, bien entendu, ça fait partie du dossier. Et dans une société qui est déjà tant en souffrance, avec une limitation de l'accès aux soins, avec un surmenage, parce qu'il y a aussi de la détresse. D'ailleurs, il y a eu une émission il n'y a pas longtemps sur Zouk TV sur les conditions psychologiques, les problématiques psychologiques et psychiatriques. Nous vivons dans une société où tout est entremêlé et tout a un impact sur tout. Donc, prenons en compte ces choses-là également et remettons un petit peu de l'humain dans notre façon de considérer les choses. On voit bien que l'approche est essentiellement financière. Ah on oui. a gagné 1,2 milliard. Exactement. Donc finalement, la santé des travailleurs, Tout des à salariés... fait. Et puis, importe juste un chiffre pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi il s'agit. En moyenne, on s'absente 11,6 jours par an dans le privé et 14,5 jours par an dans le public. Et c'est l'argument premier du gouvernement pour réduire, entre guillemets, les avantages des fonctionnaires par rapport aux employés du secteur privé. Moi, je voudrais simplement ajouter très, très bref, parce qu'il faut passer la parole à certaines personnes, que contrairement à ce qu'on fait passer, en tout cas que veut faire passer le gouvernement, très souvent, dans le privé, en fonction des conventions qu'il y a dans les entreprises ou des accords d'entreprise, souvent, les gens, le jour de carence qu'ils ont, ou les 3 jours de carence qu'ils ont, ils sont déjà pris en charge, que ce soit par des mutuelles ou que ce soit par l'entreprise directement. Et dans la majorité des entreprises, c'est ce qui se passe, en tout cas dans les grandes entreprises, très souvent. Mais ce sont des dépenses annexes. Voilà, tout à fait. Ce ne sont pas des dépenses du gouvernement. Voilà. Marie-Laurence. Oui, je ne serai pas longue. Simplement, cela n'est que l'illustration de ce que j'avais dit tout à l'heure. Autrement dit, M. Barnier a été nommé pour mettre fin à l'État-providence. Bon, voilà. Très bien. Michel. Bon, alors j'ai là le communiqué du syndicat UNSA Martinique. Alors je ne vous lis pas tout parce que le UNSA Martinique et l'UNSA fonction publique dénoncent ces mesures démagogiques et appellent le Premier ministre et le Parlement à renoncer à ces 2 mesures injustes, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de jours de carence et la diminution de l'indemnisation de la rémunération. Les agents malades ne doivent pas assumer le coût du déficit budgétaire. Ces mesures stigmatisent une nouvelle fois les agents publics alors que leur rémunération n'est toujours pas revalorisée en 2024, qu'elle ne leur sera pas en 2025 et que la fonction publique, en particulier dans le secteur de l'éducation, souffre d'un déficit d'attractivité, c'est-à-dire qu'il y a moins de personnes qui se présentent au concours que le nombre de places offertes au concours. C'est grave. Ça baisse le niveau de qualification. Bon, donc voilà, je me contenterai de cela. Très bien. Le dernier point qu'il nous reste à évoquer ensemble, c'est retraite, charges sociales, taxe sur le sucre, les mesures éruptives du budget de la sécurité sociale, tout en sachant que ce budget qui a été présenté en commission des affaires sociales a été rejeté par les membres de la commission.
L'Assemblée nationale, rejeté. Ça veut dire qu'arrivé dans l'hémicycle, en plénière, ce budget sera rejeté également, parce qu'il faut rappeler que la commission comporte des élus de tous bords. Et il y a fort à parier qu'évidemment, M. Barnier, Premier ministre, va faire passer le budget de la sécurité sociale par un 49.3. Voilà, vous avez la parole. Ou par ordonnance. Ah oui, mais... Il y a deux possibilités. Si il y a 29 jours la Constitution prévoit qu'il y a 22 jours. Si les types font durer le débat au-delà de 29 jours, il peut reprendre son projet de loi par ordonnance. Ils vont préférer faire ça parce que le 49.3 a laissé un mauvais souvenir. Mais ils vont peut-être être obligés de passer le budget lui-même de la France. Par 49.3. Alors, compte tenu des mesures qui sont prévues. Ce budget augmente de 3%. Alors, la dérive, l'augmentation, qui donne le problème de la santé, l'augmentation naturelle des besoins, le vieillissement de la population, le développement d'un certain nombre de pathologies, l'augmentation des besoins de la technologie, l'achat de matériel qui est de plus en plus sophistiqué, qui coûte de plus en plus cher, fait que le budget devrait augmenter au minimum de 6%. Donc, d'où le fait que la plupart des agents dans le secteur de la santé sont en grève. Voilà. D'accord. Non, mais de toutes les... Pardon. Alors, juste pour... je vais essayer d'être le plus bref possible. Parce qu'on va nous rappeler à l'ordre dans n'est-ce quelques pas, secondes, certainement. N'est-ce pas? Oui. Alors, juste par rapport à la taxe sur le sucre, moi, ça m'a beaucoup choquée parce que on parlait de gestion de l'information et des solutions à apporter. Plutôt que de mettre une taxe sur le sucre, ne vaudrait-il mieux pas limiter la quantité de sucre dans l'alimentation et pour éviter un certain nombre d'incidences sur la santé, parce que les dépenses par corollaire sur les consommateurs coûtent bien plus cher à la sécurité sociale qu'autre chose. Donc, probablement qu'on aurait plus à y gagner en mettant des taux, des limites à la quantité de sucre dans les aliments. Par exemple, la loi Lurel, qui n'est absolument pas effective, en tout cas sur notre territoire. Et puis, concernant la date de consommation, de limite de consommation des aliments, il y a vraiment des fois où on peut se poser la question en tant que consommateur. Donc oui, par rapport à la loi Lurel, il y a nettement des manquements dans l'application. Mais ne serait-ce que par bon sens et par bienveillance, je pense que plutôt que de mettre une taxe sur le sucre, et j'ai une pensée aussi pour le fait qu'on ne fabrique plus tellement de sucre en Martinique, et je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'on aurait plus à gagner à limiter la quantité de sucre dans l'alimentation pour préserver, parce que je rappelle que nous sommes l'un des départements où il y a le plus de diabétiques, que nous sommes l'un des départements où il y a le plus de personnes en surpoids, pratiquement 1 personne sur 10 en Martinique est obèse. Et les incidences sur les problématiques de santé sont sérieuses et ça participe même en tant que facteur dans les incidences de la surmortalité en Martinique. On meurt beaucoup plus de certaines pathologies qu'avant et malheureusement le sucre a quelque chose à y avoir. Non, moi je voudrais simplement dire que toutes les mesures qu'on a découlées, en tout cas de ce budget, de ce PLF 2025, ce sont quoi? Ce sont des mesures de faire des réductions. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé 60 milliards d'euros d'économie. Là, ils veulent mettre une taxe sur le sucre. Mais pour moi, c'est pas vraiment... Certains annoncent des raisons de santé, mais effectivement qu'il y a des raisons de santé, mais c'est pas vraiment ça. Ouais. Rappelons que la dernière fois, ils ont mis en place une taxe sur les sodas, c'est un peu les boissons sucrées. Cette taxe rapporte chaque année au gouvernement 450 millions d'euros. Donc ce qui fait que c'est sur la même base qu'ils veulent mettre cette taxe-là. Ça va se traduire par quoi, cette taxe? Cette taxe va se traduire en moyenne sur les produits par une augmentation, c'est une moyenne, simplement entre 18 centimes et 30 centimes sur chaque produit que les gens vont acheter au quotidien en fonction de leur teneur en sucre. C'est ça, la réalité. Donc, que vont subir, en tout cas, les personnes qui vont consommer. Quand on parle de vie chère ici, il y a certains produits qui sont peut-être limites que les gens, on verra leur prix augmenter, soit entre 18 centimes et 30 centimes. Donc, s'il fait comme
l'a déjà dit. Je pense qu'il aurait fallu davantage travailler, comme un peu la loi Lurel, sur les taux de sucre, etc., pour pouvoir préserver notre santé. Et puis, bien sûr, mettre en place des dispositifs de prévention davantage au quotidien pour permettre à nos enfants, dès le plus jeune âge, en tout cas, de pouvoir manger sain, de les éduquer, d'éduquer leur palais au quotidien, pour qu'on ne se retrouve pas avec de tels taux en Martinique, notamment. Et puis qu'on encadre les industriels, surtout. Ah oui, les industriels, c'est surtout ça. Marie-Laurence, le ticket modérateur va augmenter. Je voudrais on va parler de 70% à 60%. Saisir l'occasion de ce point pour traiter de la question de la sécurité sociale en Martinique. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été rendu public sur la gestion de la Caisse de sécurité sociale en Martinique. Cet état des lieux est accablant. Et catastrophique. Non seulement, je dirais, c'est grave ce qui se passe et ce qui est dénoncé. Non seulement il y a des cadeaux que certains s'octroyaient, des dépenses, on va dire, somptuaires, mais la gestion a été pointée du doigt. Et cette gestion a des impacts sur la population. Moi, j'appelle ça de la maltraitance institutionnelle. Parce que quand vous avez des gens qui vont à la sécurité sociale et qui attendent 6 mois pour un dossier de retraite, qui attendent plus de 6 mois pour avoir une allocation, les impacts sont d'ordre psychologique. Découragement, angoisse, isolement. Et finalement, on a une perte de confiance dans les institutions. Et ça, en Martinique, c'est monnaie courante. Et donc, j'aimerais qu'on y réfléchisse grandement. Voilà ce que j'avais à dire. Vas-y, Mathieu. Non, je voudrais simplement rajouter qu'au-delà du rapport, de ce qu'il est, j'ai pas lu l'intégralité, j'ai lu que des résumés, donc j'aime bien lire entièrement les choses. Mais je voudrais simplement rappeler, en tout cas à certaines personnes ici, que derrière ça, depuis un certain nombre d'années, le gouvernement cherche quoi? Il cherche à faire en sorte que le système qu'on a de CGSS ici, en Martinique, disparaisse et soit rapatrié en France et que tout soit traité en France. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce qu'il disait, je l'ai entendu d'ailleurs dans les ministères directement, que en Martinique, le taux de recouvrement des entreprises n'est pas assez important. Pourquoi? Parce qu'ils ne tiennent pas compte du tissu dans lequel on est, tissu insulaire, etc., et que les entreprises ont des difficultés, bien sûr, à payer leurs charges sociales, leurs charges fiscales, etc., au quotidien. Et ne serait-ce que là, en ce moment, par rapport à ce qu'on vit depuis 60 jours, beaucoup d'entreprises ont du mal à payer leurs charges fiscales et sociales et ont du mal, tout simplement, à payer les salaires de leurs salariés à la fin du mois. Et ont eu du mal, là. Et c'est ça la réalité. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie ça aussi. Donc il y a effectivement ce que tu as dit, mais il y a aussi derrière ça une volonté, l'armée entre guillemets du gouvernement de mettre en place certaines choses sur lesquelles il travaille dessus. Oui, alors, je tiens à rappeler ça. Cela dit, Mathieu, moi j'écoute les coups de gueule tous les matins. Mais c'est vrai qu'on le subit, comme tu l'as dit, hein, tout le temps. Nous, ça m'est arrivé de faire de multiples interventions par rapport à des personnes qui sont en difficulté parce que leur retraite devait déjà être mise en place. Ils sont sans revenus et ça prend du temps. Et d'ailleurs, j'ai eu une fois un entretien avec le nouveau directeur qui est en place, qui, d'ailleurs j'ai entendu une interview de lui de ce matin, mais au-delà de ce matin, qui est en train de travailler pour pouvoir réduire ces délais-là. Et j'ai cru comprendre qu'ils ont déjà commencé. Moi aussi, je l'ai écouté. C'est M. Maclou, j'ai cru comprendre que ces délais sont déjà, ont commencé en tout cas ce travail et mis en place pour réduire ces délais qui sont toujours trop longs. Qui sont vraiment toujours trop longs parce que des personnes se retrouvent en grande difficulté, sans revenus, sans pouvoir même ne serait-ce que s'alimenter, hein, parce qu'ils n'ont pas perçu ni leur retraite ou ni quand ils sont en arrêt maladie, n'ont pas encore perçu de revenus. Il y a une marge de progrès à trouver là de manière indéniable. Ça, c'est très important. Michel. Il faut redresser la situation pour éviter que les choses soient partage tous. Je prends l'exemple simplement des statistiques. Je m'étais penché sur le problème lors de la réforme des retraites. Les statistiques concernant les retraites ne sont plus détenues par la sécurité sociale locale. Elles sont fondues dans les statistiques nationales. Et quand nous avons soulevé avec certains députés le problème de la spécificité de la Martinique avec un nombre de retraités qui n'arrivent pas à avoir le nombre d'annuités suffisantes parce qu'ils n'ont pas été déclarés, etc. Ce qui explique que nous avons des retraites beaucoup plus basses qu'en France. Bon. Finalement, le ministre de l'époque, le ministre macroniste, était obligé en séance de promettre un rapport spécifique du corps
le comité d'orientation des retraites qui a conseillé le gouvernement, vous avez posé la question, où ça en est d'ailleurs, pour proposer des mesures spécifiques à l'outre-mer. Bon, donc il ne faudrait pas que, sous prétexte de cette mauvaise gestion, qu'on accentue ce phénomène de rapatriement de la gestion au niveau français. Parfait. Mais bon, alors vous n'avez pas répondu, hein, le ticket modérateur. Ceux qui n'ont pas de mutuelle, et si les mutuelles compensent, évidemment, le tarif des mutuelles va augmenter de manière très sensible. Ah, mais bien sûr. Il augmente déjà depuis de nombreuses années, il augmente chaque année, et là, ça va pas s'arranger avec le... Là, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et le problème de santé publique va se poser de toute façon, hein, parce que ceux qui ne pourront pas, évidemment, se faire soigner, seront naturellement au bord du chemin. Encore plus lésés. Et puis je tiens à dire quand même que malheureusement, avec la sécurité sociale, pour en témoigner moi aussi, hein, parce que c'est une réalité, il y a un manque on ne reçoit pas correctement, enfin suffisamment les administrés. On balade les gens de service en service. Il y a des gens qui ne savent plus à qui il faut avoir affaire pour gérer tel ou tel problème, et ça manque un peu de transparence et puis de clarté dans la façon dont on pourrait orienter les administrés d'une part. Et puis j'ai une pensée toute particulière pour les professionnels de santé libérale qui voient leur URSSAF géré par l'URSSAF de la Réunion, donc en tenant compte du décalage horaire, et puis du fait qu'il faille s'entretenir avec eux uniquement le matin. Parfait. Alors nous en avons terminé. Je veux dire 2 mots. Je t'en prie. Moi aussi. Parce que la lumière verte n'est pas encore allumée. Donc, Si, elle est là. Je voudrais qu'on inscrive, je ne vais pas l'évoquer ici, un document important par un économiste martiniquais qui s'appelle Jean-Émile Saint-Fort, qui a fait l'effort, enfin, sur la vie chère, de ne pas comparer les prix avec la France, comme toute une série d'assimilationnistes qui s'ignorent le fond, mais comparent les prix avec les pays de la Caraïbe. Alors je donne un exemple parmi d'autres. Le pain à Martinique, de 500 grammes est à 1,50 € et à la Barbade, il a 2,03 €. Bon, autrement dit, le phénomène de la vie chère, la semaine dernière on en a parlé, n'est pas uniquement... Tu prends le contre-pied de tout ce qui se dit. N'est pas uniquement lié, n'est pas lié seulement à la Martinique. Je peux vous redonner également Sainte-Lucie, la Dominique. Mais ils viennent faire leur course en Martinique. On va s'arrêter. Bon, autrement dit, parce que nous avons tous été façonnés par le pacte de l'exclusif. Oui, bien sûr. Mathieu. Non, s'il y a un mot à dire pour moi, en tout cas pour conclure cette émission à mon sujet, ça serait le mot apaisement. C'est-à-dire que la semaine prochaine, nos enfants retournent en classe. Tout à fait. La semaine prochaine, on a vu cette semaine qu'est-ce qui s'est passé au niveau touristique. Il y a un bateau qui a été dérouté, il y en a d'autres qui seront déroutés, il y a des compagnies qui ont déjà annulé la destination Martinique en se déroutant vers d'autres îles à côté. Quand on connaît quand même l'importance du tourisme ici et de la saison touristique, je pense que d'autres personnes se retrouveront encore au chômage. Donc effectivement, tout le monde partage ici, et on en a parlé, on l'a toujours entendu ici, la problématique de la vie chère, qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des élus qui travaillent dessus, il y a d'autres personnes qui travaillent, il y a des autorités, il y a l'association, il y a tout le monde. Mais moi, c'est surtout l'apaisement. Le fait qu'il faut faire attention à notre économie et à notre pays. Et ne détruisons pas l'outil. Ouais. Quand on sait le travail, n'oublions pas qu'on est sorti de 60 000 touristes de croisière après 2009. C'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par quelque chose que Michel Branchi connaît très bien, où le jardin de Balata a mis la clé sous la porte, a fermé, a été liquidé à cette période-là. Ouais. Il a été repris par d'autres personnes. Le jardin de Balata, quelque chose qu'on avait de plus emblématique en Martinique, au niveau du tourisme, le site le plus visité en Martinique, qui a toujours été le plus visité et qui est de nouveau le plus visité. Donc quand on voit des compagnies de croisière qui arrêtent de venir en Martinique, et quand on sait comment on s'est battu pour que la Martinique puisse être tête de ligne. Et par rapport, il y a une industrie, il y a des agriculteurs qui livrent ces bateaux, il y a des gens qui vendent, il y a beaucoup de personnes qui vivent de cette industrie. Je veux appeler à l'apaisement et à faire attention. On peut lutter contre la vie chère, on peut faire ce qu'on veut, mais il faut quand même faire attention aux conséquences des actions qu'on peut mener. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien. Bon, on va terminer sur ces bons mots de Mathieu Cordémy. Merci pour ces mots, parce qu'effectivement, il faut appeler à l'apaisement. Je crois que le mouvement citoyen n'est pas conscient de ça.
Et je pense qu'il faut qu'on évolue de manière positive dans ce conflit. Voilà, merci à vous quatre, aux dames d'abord et aux messieurs, pour cette émission. Je crois qu'elle a été extrêmement positive. Nous avons dit des choses qui, de mon point de vue, vont intéresser beaucoup nos téléspectatrices et nos téléspectateurs. Et chers téléspectatrices et téléspectateurs, je vous remercie pour votre écoute. Cette émission est enregistrée le jeudi soir, elle passe le vendredi soir, et puis pendant le week-end. Week-end de Toussaint d'ailleurs. Week-end de Toussaint, donc je vous souhaite une bonne écoute, une bonne vision de cette édition de notre émission Le Kiosque. En tout cas, merci à toi. Merci. C'était ma première. Ok, merci.